Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Après 2 saisons qui nous avaient clairement déçus, pour la saison qui est déjà annoncée comme étant la dernière, il y a un nouveau capitaine, en la personne de Terry Matalas. C'est donc le nouveau showrunner pour ce qui est de la dernière aventure de l'amiral Jean-Luc Picard, mais pourra-t-il redresser la barre ? C'est la question que nous allons nous poser en analysant le premier épisode de cette saison 3, diffusé en simultané en France sur Prime Video et sur Paramount+. Engage. Admiral on the bridge. And Captain on the bridge. You will probably find this inspection boring for the likes of you two. Boring? Well, we won't be blowing things up. Taking or engaging in fire, crash landing expectedly or unexpectedly. Those were the days. Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, car nous avons avec nous notre capitaine Manu au cerveau positronique. Salut Manu, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va ? Content de vous retrouver. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Nous avons aussi notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina. Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis super ravie de vous retrouver, ça faisait tellement longtemps. Vous m'avez manqué. C'est vrai ça, fait quand la dernière fois ? Une éternité ? Peut-être... Il y a plusieurs mois je pense. Des millénaires. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et nous sommes aussi accompagnés par notre expert scientifique Romain Nigita, qui est aussi en forme. Salut Romain. Bonjour tout le monde, et moi aussi, je crois que vous m'avez encore plus manqué que le capitaine Picard. Amiral. C'est vrai, mais pour nous, ce sera toujours un capitaine. C'est vrai. Et finalement, Marie-Paul et Romain Bramy ne sont pas là, car ils sont tous les deux en train de déménager. Alors on trouve ça un peu louche, on se demande pas s'ils sont en train d'emménager ensemble. Ça, on verra ça au prochain podcast. Alors on est là pour parler bien sûr du retour de Picard avec cette saison 3 qu'on a attendue pendant longtemps, parce que quand même finalement en vrai ce podcast il a été fait autour de cette série, hein. On a fait des podcasts au début sur Discovery, mais c'était en patientant pour avoir Picard. On a été plutôt déçus des 2 premières saisons, et là maintenant on a cette saison 3, et du coup quelque part on peut dire que ce podcast a été créé pour cette saison 3. Donc on espère qu'on ne va pas être déçus, et avant d'en parler justement de ça, il faut quand même savoir qu'on a un nouveau showrunner sur cette saison qui s'appelle Terry Matalas, et qui était en fait présent déjà sur la saison 2 de Picard, mais qui finalement est parti très très vite, parce que si vous vous souvenez, la saison 3 était déjà en pré-production et en prod au moment de la 2, et du coup Matalas qui devait rester sur la saison 2 est parti finalement en cours. Il a écrit que les 2 premiers épisodes, et après c'est Akiva Goldsman qui a pris le relais avec le succès qu'on lui connaît. Et du coup, là, cette saison 3, on peut vraiment dire que c'est sa saison. Donc c'est ça qui nous laissait entendre que finalement le fiasco de la saison 2 n'était pas de son fait vraiment, puisque en plus sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on lui en parlait, il avait clairement l'air de pas assumer du tout et de dire que non, c'était pas vraiment lui. Lui, il avait vraiment lancé le début de la saison, et après il s'était occupé de la saison 3. Pas très corporate comme discours quand même. Ouais, mais quelque part moi je le comprends, parce que le mec il lance un truc, c'est repris par quelqu'un d'autre, tout le monde déteste. Franchement, c'est pas lui de prendre les coups de bâton, quoi. Parce que les saisons 2 et 3 c'était télescopé à cause du Covid notamment, quoi. Donc Terry Matalas, c'est pas un inconnu vraiment dans Star Trek. Donc il a 47 ans actuellement au moment où on fait ce podcast. C'est un scénariste, réalisateur et donc producteur américain qui est surtout connu à la base pour avoir co-créé en tout cas, et réalisé et écrit beaucoup d'épisodes de la série 12 Monkeys, donc l'armée des 12 singes, la version ciné, quoi. Qui a duré 4 saisons sur Sci-Fi, je crois, qui avait des bons retours. T'as regardé, toi ? Non, mais elle avait des bons retours. C'est pas mal du tout, c'est une super bonne surprise, hein. Franchement, moi je vous conseille d'y jeter un œil. Ça paraît complètement idiot d'adapter le film de Terry Gilliam, qui lui était adapté d'un court-métrage français, La Jetée, comme vous le savez. Et franchement, la série marche pas mal du tout, et on retrouve évidemment beaucoup de voyages dans le temps, et c'est là qu'on voit que c'est un mec qui adore la SF, qui adore Star Trek, et en plus on retrouve l'un des acteurs principaux de 12 Monkeys dans la nouvelle saison de Picard. Ouais, c'est celui qui fait le Capitaine Connard. C'est ça, Captain Connard, comme tu dis, et puis aussi le compositeur de la musique, puisque donc il a pas repris Jeff Russo, il a pris le compositeur Stephen Barton avec qui il a bossé sur 12 Monkeys. On sent vraiment dès ce premier épisode, enfin on en reparlera plus tard, mais que l'ambiance musicale est pas du tout la même que dans les 2 premières saisons en tout cas. Ah bah ça tire sur la nostalgie de la Next Generation justement.
Et même de tous les films. Enfin, Oui, parce que effectivement, dès l'adolescence, en fait, c'est toujours été un très très grand fan de Star Trek, la nouvelle génération, à tel point que du coup, il a commencé sa carrière en étant un assistant de production auprès de Brannon Braga, qu'il a suivi sur plusieurs projets, hein, donc Threshold, notamment avec Brent Spiner, qui était pas si mal hein, comme truc, même si c'est une série qui a été annulée assez vite. Et donc, il a fait quand même beaucoup de choses. Il a travaillé en tant qu'assistant de production sur Star Trek Voyager, sur Star Trek Enterprise, dont il a écrit 2 épisodes. Il y en a un, c'était avec des Vulcains zombies, en saison 2, je crois, et l'autre, c'était dans l'arc d'Exindi sur la saison 3, mais j'ai oublié ce que c'était en particulier. Mais il n'a pas d'ailleurs une planète à son nom dans Enterprise. Si, tout à fait, ouais, exact. Et qu'on revoit d'ailleurs dans le premier épisode de Picard, tout à fait. il s'appelle M. Talas. C'est ça, ouais. Et donc, il a aussi écrit pour Terra Nova sur la Fox, sur Nikita sur la CW, donc pas des trucs très, très ouf, mais il a aussi été showrunner sur la nouvelle itération de MacGyver, donc ouais, il a pas fait que des trucs glorieux, quoi, en vrai. Hein. Ouais, ça c'est les carrières de télé, tu passes par des trucs, c'est de la production de network de toute façon. Il s'est fait sa petite expérience. Exactement, moi je juge pas les gens sur ce genre d'expérience parce que il y en a qui traînent des casseroles quand même. Tout à fait, et puis d'ailleurs là justement sa carrière est en train un petit peu de décoller, et moi un truc que j'ai vraiment noté, c'est qu'en 2012 il avait écrit une mini-série de comic book Star Trek la nouvelle génération qui s'appelait Hive pour IDW, aussi je crois chapeauté ou en tout cas validé par Brannon Braga. C'était donc un truc sur les Borg où il imaginait les Borg qui avaient envahi toute la galaxie. Enfin ça avait l'air pas mal, donc en 4 numéros. C'est jamais sorti en France, mais en tout cas les dessins avaient l'air sympas, et sur les internets, sur les forums et tout, c'est une série de comics qui a eu de plutôt bons retours, quoi. Voilà, en tout cas, c'est un gars qui a l'air très sympathique. Il répond beaucoup sur Twitter, il réagit beaucoup avec les fans. Je trouve que voilà, c'est un gars, il a une bonne bouille, il m'est sympathique. Et du coup, justement, on va quand même rentrer dans le lard du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de la saison 3 de Picard, donc qui est écrit par Terry Matalas, sans spoiler? Alors, Romain Nigita, on va commencer par toi. Je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, mais je dirais que c'est peut-être pas le meilleur premier épisode de Picard depuis le début de la série. C'est vrai que c'est moi, on en fout plein la gueule et on lance un gros mystère dès le premier épisode. Par contre, paradoxalement, je trouve que ça ouvre beaucoup plus de pistes intéressantes, notamment en termes de personnages, sur l'écriture des personnages, sur le jeu des acteurs, et surtout, moi ce que je retiens, c'est que finalement, Patrick Stewart a l'air de beaucoup plus s'éclater que sur la saison 2, et il fait presque moins vieux que sur la saison 2. Et rien que ça, moi je trouve ça assez réjouissant. Ouais, c'est vrai, j'ai ressenti un peu la même chose. Et toi, Marina ? Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de bien, mais j'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai pas lâché, j'ai pas fait autre chose pendant l'épisode. Il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée, mais on va dire que j'étais tellement déçue par la deuxième saison et par la fin de la première que là c'était vraiment une agréable surprise. J'ai trouvé plein de points positifs. Je suis vraiment enthousiaste et il y a plein de scènes que j'ai trouvé géniales et où je me disais waouh, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien filmé, qu'est-ce que c'est bien joué. Pour Picard, je sais pas, non, en fait c'est général, c'est vraiment une impression de j'ai retrouvé des amis, et en même temps ils ont avancé dans la vie. Donc c'était pas uniquement de la nostalgie, c'était aussi il s'est passé autre chose. Voilà mon sentiment positif. Et toi, Manu ? Moi je l'ai trouvé sympa, pas extraordinaire, mais moins grandiloquent que les débuts de saison 1 et 2, mais pas forcément un défaut du coup, parce que comme on l'a vu, elles ont pas évolué très 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 bien par la suite. Donc ça m'a l'air plus posé, d'avoir des bases plus solides, et je suis un peu de l'avis de Romain, ça lance des intrigues, ou ça suggère des choses, ou voilà, ceux qui sont intéressants, et qui, s'ils sont bien utilisés par la suite, devraient donner une saison relativement correcte pour l'instant. Et il y a un truc qui m'a énervé, on en reviendra tout à l'heure. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, on y reviendra tout à l'heure. Les deux vers la fin de l'épisode. Moi, en ce qui me concerne, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Alors, comme tu l'as dit, hein, Manu, on se souvient tous qu'on avait bien aimé le premier épisode de la saison 1, on avait bien aimé le premier épisode de la saison 2, et donc c'est après que ça s'est un peu compliqué. Oui, je me dis, est-ce que ça va pas partir en couille aussi ? Mais en tout cas, en tant que tel, l'épisode m'a plutôt bien plu. Il y a plein de choses que je trouve au niveau formel qui sont des vraies améliorations. Déjà, Romain, t'as suggéré le changement de compositeur musical, et c'est vrai que ça joue vraiment beaucoup, et notamment le fait de plus avoir ce générique moche et dégueulasse en termes d'image et de montage que j'aimais pas dans la saison 1 ou 2.
La 2 pire que la 1, mais quand même, j'aimais pas trop. Et puis, ça le m'a thème de presque Jeff... déçu, parce que du coup, on perd un peu de cohérence, mais... Ouais, mais non. Oui, mais c'est pour faire mieux, ça me dérange pas. Tu vois. Parce que voilà, le thème de Jeff Russo, j'ai jamais pu l'encadrer vraiment. Pour moi, c'était très brouillon, ça partait dans plein de trucs. Le thème, il n'était pas assez fort, je pense. C'était loin de l'excellent travail qu'il a fait sur Strange New Worlds, par exemple. Et là, le fait qu'il n'y ait même pas de générique, qu'on passe directement à un carton titre Star Trek Picard, partie 1. Après, il y a le titre en dessous. Enfin, moi, je trouve que c'était plutôt la chose à faire. Puis finalement, il y a quand même un thème, hein, mais on l'entend que sur le générique de fin, qui est pas mal, qui est plutôt sobre et sympa, mais surtout, voilà, qu'on réutilise les musiques de Jerry Goldsmith, de First Contact et de la nouvelle génération. Franchement, bah oui, c'est... Quelque part, pourquoi ne pas avoir utilisé d'entrée de jeu la musique de First Contact comme musique de générique? Après tout, ils ont bien fait un générique de la nouvelle génération à partir du thème du premier film Star Trek. Donc, franchement, c'était pas grave, quoi. Enfin bref, voilà, c'est un détail, hein, mais pour moi, ça m'a vraiment ôté un poids d'entrée de jeu dès les premières secondes. Il y aura peut-être un générique sur les prochains. Peut-être. Oh, je sais pas. Mais en tout cas, là, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis d'un point de vue formel, la mise en scène est propre. Enfin voilà, tout va plutôt bien. Il y a juste, c'est vrai que j'avais pas remarqué avant que les gens en fassent la remarque sur eux-mêmes sur Internet, sur Twitter notamment. C'est que effectivement, je trouve qu'en termes de photographie, c'est un peu sombre parce que ça fait un peu trop dark pour de 2023, alors que c'est vrai que quand on compare au bel éclairage qu'on avait sur la passerelle de la nouvelle génération, c'est vrai que ça serait quand même bien qu'ils contrastent un petit peu les décors en disant voilà, il y a des décors qui sont bien éclairés et des décors qui sont pas bien éclairés, parce que là ils sont tous pas bien éclairés en fait. Et ça, c'est vrai que c'est l'ambiance qui est comme ça. Regarde, sans commencer à spoiler l'épisode, mais Raffi est dans une situation un peu dark, dans un truc un peu underground. Mais là ça marche. Quand ils sont sur le vaisseau, on est quand même plus dans une ambiance mission secrète, un peu façon sous-marin, un peu comme dans certains des films Star Trek. Donc ça colle aussi. Mais je trouve ça sombre. Je trouve que la révélation du Titan, par exemple, elle est sombre. Alors que on a vu des révélations de vaisseaux bien meilleures que ça, quoi. Moi, je trouve que ça allait, mais c'est surtout, par exemple, la passerelle du Titan. Ça aurait été pas mal d'avoir une lumière un peu plus chaude, quoi, et un peu plus éclairée, tout simplement. C'est un peu comme la passerelle de l'Enterprise E, justement, dans First Contact. T'es sur un truc déjà beaucoup plus sombre que le D à la télé. Parce que le D, t'étais sur de la télé, de la télé des années 80. Je dis la télé, vraiment l'appareil en tant que tel. Donc on n'avait pas de la haute def, on n'est pas tout ça. T'étais obligé d'avoir un truc un peu coloré, comme même l'était celle de la série originale. Quand t'étais au ciné, tu pouvais te permettre des trucs un peu plus sombres, un peu plus travaillés. Et là maintenant, on est sur une période où les gens chez eux ont des écrans plats vachement grands, en HD, etc. Donc là aussi, tu peux te permettre de faire un boulot un peu plus fin que ce que tu faisais dans les années 80. Donc moi, ça me gêne pas qu'on aille là-dedans. Surtout qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu plus lumineux dans l'épisode, quand on est chez Picard lui-même au début. Donc il y a quand même un contraste. Et surtout, on évite le côté ultra cheap tourné sur un parking de la saison 2. Parce que franchement, c'était ça, la saison 2, c'était on tourne dans le parking autour du studio. Donc franchement, si on peut éviter ça, moi ça me va. Ouais, c'est pas faux. Bon, en tout cas, si ce n'est ce petit détail, c'est toujours là je réagis vraiment sur des micro-trucs, mais c'est pareil, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Et c'est vrai que j'ai hâte d'en parler des choses qu'on un petit peu embêté Manu, qui arrivent vers la fin de l'épisode. Du coup, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert! Dynan's hawking souvenirs now. It's for Frontier Day. How come you have so many Enterprise Ds? Oh, the fat ones? No one wants those. You better leave the bottle. You hear that, Jean-Luc? No one wants the fat ones. It's Galaxy class to you, young lady. Good to see you, Will. Look at you. Handsome elder statesman of Starfleet. I gotta make a speech at that Frontier thing next week. It's like a parade through space. Wants to hear some old fart drone on about going boldly for the last 250 years. Yeah, I'm giving a speech too. And that's gonna be great. Warning. Cet épisode a été écrit donc par Terry Matalas, comme je le disais tout à l'heure, et il a été réalisé par Doug Arniokoski. Et donc l'épisode, figurez-vous, s'appelle The Next Generation, donc c'est plutôt un clin d'œil facile, mais plutôt efficace. Donc après avoir reçu un appel de détresse crypté et urgent de l'ancienne doctoresse de l'Enterprise D et E, Beverly Crusher,
C'est un appel de détresse qui a été envoyé à l'amiral Jean-Luc Picard, où elle lui demande de l'aide. Il va aussi demander lui-même de l'aide du coup à son ancien officier en second, le capitaine Riker, pour trouver justement où est Beverly, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Parce que finalement, il n'a pas plus d'indices que ça. Et pendant ce temps-là, l'autre ancien numéro 1 de Picard, Raffi, elle enquête dans les recoins de la Fédération sous couverture, car elle travaille à présent pour les services secrets de Starfleet et cherche à déjouer un attentat visiblement fomenté contre Starfleet. Alors on commence l'épisode directement par une scène dans l'espace où on voit Beverly Crusher qui est sur son petit vaisseau. Donc elle a une sorte de mini Enterprise tout mignon et elle écoute de la musique et elle s'est fait réveiller par justement une alerte. Il y a des intrus qui sont rentrés sur son vaisseau et là il y a des grosses scènes de gunfight. Elle met à l'abri quelqu'un qu'on ne voit pas et elle zigouille 2 personnes et puis suite à ça, elle va demander des renforts et c'est là où elle envoie son fameux signal, son appel de détresse pour Picard. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière plutôt classe pour Beverly Crusher? Moi, je m'y attendais pas du tout, par exemple. Moi, j'ai adoré cette scène d'action. Bien sûr, ça m'a rappelé d'autres films, mais j'ai trouvé ça très efficace, très bien filmé. Je m'y attendais pas à ce que Crusher soit dans cette situation. Déjà, j'étais contente de la revoir. Je l'ai trouvée plutôt en forme et très efficace dans la scène. Bien sûr, ça m'a fait penser à Alien, à Ripley. En tout cas, après cette scène, je me suis dit, j'espère qu'ils vont tenir le rythme et que ça va être aussi bien après. J'ai pas été déçue, mais je vais laisser mes camarades réagir. Ouais, je suis peut-être pas aussi enthousiaste que Marina. Moi, ça m'a laissé un peu perplexe. Après, on n'a pas vu le perso depuis 35 ans d'histoire, je crois. Donc, moi, ça m'a laissé perplexe sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe et comment elle en est arrivée là, parce que ça ressemble pas au personnage qu'on connaissait, mais il s'est passé presque la moitié de sa vie depuis, donc pourquoi pas. Mais après, moi, je trouve cette scène-là justement un petit peu sombre. Après, elle est là pour soulever des questions, hein. Donc, soulever des questions, c'est efficace. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé. L'histoire se passe en 2411, donc soit 10 ans après la saison 2, en fait. Donc on a une grosse ellipse de 10 ans, et ça, je trouve qu'on le ressent pas trop. C'est au fur et à mesure du temps que l'épisode avance qu'on peut se rendre compte qu'il y a eu un gap temporel assez important. Mais voilà, ça nous est jamais dit vraiment qu'il s'est passé 10 ans, ce qui fait qu'en fait, Picard, là, il a carrément 109 ans, quoi. Et effectivement, du coup, par rapport à la dernière fois où on a vu l'équipage ensemble, donc parce que le film Star Trek Nemesis, si je ne me trompe pas, il se passe début 2380, donc il s'est passé quasiment 30 ans depuis la dernière fois qu'on les a vus tous ensemble, quoi, dans l'histoire en tout cas. Exactement. Moi, je suis plutôt de l'avis de Marina, ne serait-ce justement parce que le fait qu'on revoit Beverly Crusher et Gates McFadden dans la série, parce que c'est quand même la seule de la nouvelle génération qu'on n'avait jamais revue depuis Nemesis. Et je crois, et Worf aussi qu'on n'avait pas revu. Mais c'est une des seules qu'on n'avait pas revu. Geordi, on l'avait vu dans un épisode de Voyager. Mais qui était peut-être diffusé avant Nemesis, mais qui se passe après, mais qui se passe dans le futur. Riker et Troy, on les a vus dans la première saison de Picard. Donc j'ai l'impression que elle a été un peu jusqu'à présent. Worf évidemment, on l'avait vu dans Deep Space Nine évidemment, mais Crusher, elle a toujours été un peu le personnage sacrifié, même dans les films, même quand elle y était, elle y faisait pas grand chose. Et là, du coup, le fait de la retrouver, parce que Gates McFadden, mais j'ai toujours trouvé que c'était une excellente actrice et qu'en plus c'est quelqu'un de vachement intéressant quand on voit un peu ce qu'elle raconte. Par ailleurs, le personnage a toujours eu un super potentiel, et là du coup cette première scène, d'avoir dans cette situation-là, scène d'action plutôt bien menée, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, et puis juste vachement touchant en tant que vieux fan que je suis, donc plutôt agréablement surpris par cette première scène. Par contre, sur ce que tu disais Guigui par rapport au fait que on n'a pas forcément senti ces 10 ans de gap entre la saison 3 et la saison 2, je dirais que c'est peut-être le plus gros problème de ce premier épisode, et de toute façon de Picard de manière générale, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les saisons. Sans spoiler la suite de cet épisode, clairement, les saisons précédentes, on s'en fout. Il n'y a jamais aucune référence au reste. Il n'y a aucune référence... La saison 2 se finit sur une espèce de cliffhanger quand même, avec les Borg Borgatti qui gardent cette espèce de vortex où on nous dit qu'il y a une super menace qui va arriver. Dans ce premier épisode, on nous parle absolument pas de ça. Tout ce qui se passe dans ce premier épisode n'a strictement aucun lien
avec cette méga menace. Hormis Raffi, il n'y a aucun des autres personnages principaux de la saison précédente, parmi ceux qui sont encore vivants, qu'on voit revenir. Moi, si on me dit que Borgatti a été effacé de la continuité, je vais pas pleurer, tu sais. Non, mais qu'elle l'ait été ou pas, le fait est que là, on s'en fout. Le fait que ça se passe 10 ans, ça pourrait être le lendemain ou 30 ans après, on s'en fout aussi. C'est clairement, on vous fait la saison 8 de Nouvelle Génération et saison 1 et 2 de Picard, ça n'a jamais existé, en effet. Quelque part, est-ce que c'est si grave que ça ? Moi, par exemple, je le prends comme ça. Hein. Moi, je me dis, voilà, j'oublie dans ma tête la saison 1 et 2 pour pouvoir apprécier la 3, quoi. Non, moi, ça me dérange pas plus que ça. Pour l'apprécier, d'accord, mais on est quand même sur une série, sur un univers qu'on aime aussi parce qu'il y a une relative cohérence, sans tomber dans certains excès où il faut absolument tout expliquer, tout respecter, même quand ça n'a aucun intérêt. Mais là, c'est même pas par rapport à un truc qui était établi dans une autre série, on parle de la saison précédente de la même série. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. D'ailleurs, on va les lister tout de suite. Hein. C'est vrai que, par exemple, Seven qui devient Commander, on se dit « Waouh, ça a été vite ». Bah oui, mais si tu dis qu'il s'est passé 10 ans, ah bah oui, c'est plus cohérent. Pareil pour Raffi qui devient agent secrète. Bah oui, si c'est passé 10 ans, ça devient cohérent tout ça. Et Laris et Picard, finalement, ils recoulent. C'est un couple qui tient depuis au moins 10 ans, du coup. On comprend même pas totalement que c'est un couple. Dans la seule scène qu'on a avec elle, honnêtement, c'est pas très clair. Bah si, quand même. Pas totalement d'accord, moi. Ils sont froids l'un avec l'autre, hein. C'est pas non plus l'amour fou. Et puis elle est tellement dans l'analyse, Laris, que c'est même désagréable, je trouve. Ouais, je suis pas d'accord, moi. Je trouve que. Bah, je suis pas d'accord non plus parce que quand même. C'est un couple établi, quoi, justement. Ouais, c'est un couple de petits vieux, hein. Donc ils vont pas s'arracher leurs chemises respectives pour. Non, mais sans que tu les vois au pieu. Honnêtement, pour moi, c'était même pas clair qu'ils sont ensemble. C'était juste ils cohabitent encore un peu, ils sont amis. Mais moi, honnêtement, j'ai même pas pigé qu'ils étaient un couple cette scène-là. Il y a eu un petit bisou quand même. Ouais, quand il s'en va, ça m'a même pas marqué. Ah, t'as pas fait gaffe, t'as tourné la tête, t'as cligné les yeux à ce moment-là. Peut-être. Il y a eu un petit bisou. Puis en plus, il déménage pour l'accompagner parce qu'elle a un nouveau poste. Ouais, non, c'est ça, oui, mais tu peux. Honnêtement, c'est tellement sous-entendu que tu peux te dire ils sont juste un espèce de couple d'amis. Enfin, tu sais pas trop. Ouais, c'est un couple d'amis plus. C'est vrai qu'il n'y a pas une passion débordante, hein, on le sent. Mais bon, en même temps, les deux sont très âgés, hein, donc. Ouais, mais ça n'empêche pas la passion. Ouais, mais bon, tu sens que c'est bon, ok, là pour de bon, c'est peut-être le seul point où il dit ok, ça je peux pas passer sous silence par rapport à la fin de la saison 2, mais bon, on va pas s'éterniser dessus parce que j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est clair, hein. Laris, l'actrice, a été quasiment présente dans tous les épisodes de la saison 2, et puis là, a priori, on sent qu'on va pas la voir beaucoup, là. Je crois qu'elle l'avait annoncé à la fin de la 2 qu'elle avait tourné un peu pour la 3, mais très très peu. Ouais, ok. Donc oui, on a cette fameuse scène où du coup Picard, il regarde ses anciennes affaires qu'il est en train de ranger, et puis voilà quoi. Et puis il reçoit donc ce fameux... j'ai trouvé ça sympa, on le savait parce qu'on avait vu cette scène teaser, ouais. Qui a été teasée sur Internet il y a déjà quelques mois, où en fait le message de Beverly, il atterrit dans le come-badge, le vieux come-badge de Picard. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il parle de « Ah, ça fait 20 ans. » Non, mec, cet uniforme-là, ça fait au moins 35 ans que tu l'as pas mis, quoi. Donc presque le double. Ouais, mais comme tu dis, il est vieux, il perd la boule. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa avec son Alexia, son ordinateur de maison là, qui répond toujours un peu à côté. Ça m'a fait un petit peu rire. Une mise en jambe plutôt sympa. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment sympa dans cet épisode, c'est justement ils prennent leur temps sur les personnages. Il n'y a pas 10 000 trucs. On prend notre temps, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. On n'essaye pas de jouer les pattes à tout prix, mais finalement, ça suffit largement, hein. Et puis, ce qui me fait rire dans cette scène, quand même, c'est que ça joue sur la nostalgie Picard, ce qui a été fait dans le premier épisode de la saison 1 et je crois dans le premier épisode de la saison 2. Et du coup, le procédé narratif, par contre, il est un peu répétitif, quoi. C'est vrai. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Picard a l'air plus enjoué, plus chaleureux quand même, moins déprimé que sur les saisons précédentes. Mais en même temps, toute la saison 2, au final, cette espèce de blague, c'était pour faire une espèce de catharsis à Picard et qu'il accepte d'évoluer. Et là, on le reprend 10 ans après et il l'a fait. Tant mieux. Heureusement, la saison 2 a servi à quelque chose. Si on peut justement dire que la saison 2 a servi à quelque chose, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que la saison 1, il est malade, il va mourir. La 2, il est déprimé. Donc c'est vrai que là, on a un mec un peu plus enjoué. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça se ressent vraiment même dans la forme de Patrick Stewart. T'as l'impression qu'il est beaucoup plus content d'être là. Même physiquement, t'as l'impression dans des scènes de la 2 qu'il était vraiment fatigué, à bout de souffle, des fois dans certains dialogues.
Ouais. Et là, pas du tout. Et non, ce qui est drôle aussi avec ce début de saison, avec le message, moi ça m'a carrément rappelé le premier Star Wars, avec le message de la princesse Leia à Obi-Wan Kenobi, aidez-moi Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Là c'est un peu ça le message de Beverly. Donc Sauf que c'est le même message que Gorge Profonde, c'est ne faites confiance à personne. Oui, aussi, voilà, t'as un petit côté X-Files aussi. Mais grosse référence à X-Files. Ça m'a un peu énervé parce que j'ai trouvé que c'était une facilité. Pour moi, c'est trop lié à X-Files maintenant cette phrase. Trust no one, c'est trop X-Files. Mais du coup, c'est Romain Brami, il en parlait justement sur Internet. Pour lui, il y a un lien à conspiration. Le fameux épisode dont on a déjà parlé, le dernier de la saison 1, et qui dit ouais, c'est vrai, pourquoi pas après tout, que comme il n'y a jamais eu de suite à cet épisode-là, pourquoi pas Terry Matalas s'est dit bon, écoutez les gars, je m'en occupe, je vais la faire cette suite. C'est vrai que c'est un tel fan et il met tellement des easter eggs partout. Et puis ça a été mentionné dans Lower Decks. Oui, y a pas, dans la saison 3, ça a été mentionné en milieu de saison, donc ouais, pourquoi pas, tu vois. Et Starfleet, quand est-ce qu'on saura ce qui est vraiment arrivé à Cisco ? Quoi ? Non, ils bossent très dur dans un temple céleste. Ouais, c'est ça. Et pour cette histoire de parasites qui se sont infiltrés dans les fesses d'amiraux pour contrôler leur cerveau, vous allez révéler la vérité ? C'est juste un énorme tissu de mensonges, c'est jamais arrivé. En fait, je crois que c'est arrivé. Vraiment ? Comment on sait que vous deux, vous n'avez pas de parasites ? Eh ben, si c'était le cas, on devrait vous tuer pour l'avoir découvert. Bien sûr, si vous pouviez quitter ce stand... Moi, je trouvais qu'il y a justement des easter eggs, il n'y en avait pas eu tant que ça, quoi. Il y en a plein dans les décors, dans les accessoires, dans la musique aussi. Il y a plein de petites références à certains des films, pas uniquement First Contact, mais dans la scène où on découvre Enfin, c'est pas uniquement des références même, c'est dans la structure de l'histoire. On va parler après du Titan, mais quand on découvre le Titan et tout ça, c'est à la fois le premier film et le troisième, quand ils volent l'Enterprise. Enfin, t'as plein de choses comme ça. C'est rien que le carton au 25e siècle. C'est le carton du début de la colère de Cannes. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, avec la même typo, tout pareil, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce duo Picard-Riker ? Parce que du coup, après, il y a Picard donc, qui retrouve Riker dans un bar. D'ailleurs, ça m'a fait plutôt rire. Donc, c'est un bar tenu par Guinan. Et puis, elle distribue des petits vaisseaux, des miniatures de petits vaisseaux. Et puis, en fait, il y a plein d'Enterprise D. Riker lui pose la question, pourquoi il y en a autant ? Mais en fait, c'est parce que personne n'en veut de ceux-là. Donc, ça reste. Parce que c'est le gros. Parce que c'est le gros et qu'il est pas beau. Donc il est un peu vexé par ça. Moi. Je trouve ça scandaleux de trouver qu'ils sont pas beaux, mais bon. C'est la mode du 25e siècle, on sait pas quoi. Mais... C'est ça, c'est exactement ça. C'est les millennials du 25e siècle. C'est ça. Non, moi j'aime bien cette petite retrouvaille. Alors, du coup, au premier visionnage, je l'ai vu 1 fois et demie l'épisode. J'avais pas capté que c'était 10 ans plus tard. J'ai pas fait gaffe à la date. Et du coup, c'est précisé nulle part. Hein. C'est sur Memory Alpha que j'ai vu ça. Ouais, mais oui, on doit voir des dates quelque part et puis voilà quoi. C'est peut-être sur des écrans ou je ne sais quoi. Mais parce qu'il y a la petite phrase de Riker sur Diana et Kestra et au début je me dis bon c'est peut-être pas utile que une saison après il les fout il nique le couple, mais bon il s'est passé 10 ans, alors on verra ce qui s'est passé, on les reverra de toute façon, enfin on verra au moins Diana, je sais pas si Kestra il y aura une nouvelle actrice probablement, mais j'ai bien aimé leur relation, leur petit dialogue, on sent l'amitié quoi. Il y a ce petit côté les films Star Trek où on sentait plus l'amitié Bones, Spock, Kirk. Là, on sent un petit peu ça avec ce duo-là, en tout cas pour l'instant. J'ai hâte de les revoir avec d'autres personnages. Ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que ce duo, il fonctionne vraiment super bien. Et puis, Jonathan Frakes, qui joue Riker, il est tellement roublard, avec son petit œil malicieux de sortir des vannes. Enfin, c'est vraiment un plaisir, quoi. Quand il lui dit... mon Picard, je peux pas te mettre ta vie en danger. Il fait depuis quand ? Mais genre, je trouve que c'est super drôle, quoi. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça fonctionnait très bien. Alors effectivement, j'ai aussi envie de les voir avec d'autres personnages. Mais peut-être que là, l'objectif de l'épisode, c'était juste de remettre le duo sur les rails, de les représenter ensemble. Et je trouvais que ça fonctionnait. Honnêtement, Riker est un personnage très très sympathique et qui fonctionne très bien avec Picard. Donc, et ça fait plaisir de les revoir. Ils se connaissent bien et puis Riker, c'est le personnage qui peut tout dire à Picard, quoi. Il peut lui dire n'importe quoi. Ils savent que, il sait le titiller, il sait comment le prendre, donc ça marche bien. Quand il lui dit de faire sa tête, je sais plus comment il dit, mais de renfrogner ou je sais plus. Oui, renfrogner.
C'est trop drôle. Ils font un peu là maintenant, ils font un peu les deux petits vieux du Muppet Show sur l'Enterprise, enfin sur. C'est sur un la peu un Fédération. duo comique, hein. Le coup d'aller faire une inspection. Alors déjà, c'est presque un gag de Star Trek, les inspections. Je sais pas combien de fois j'en ai vu, mais le coup d'aller faire l'inspection, enfin quand ils sont dans le couloir faire l'inspection là, on dirait c'est presque un duo comique Picard qui va faire sa petite tête en bougeant le combat, genre il est pas content alors qu'il en a rien à foutre. C'est vrai. Ouais, mais j'en parlerai tout à l'heure au sujet de. Mais cette scène, elle m'a plus marqué pour Seven of Nine, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Bon, on peut en parler tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'après, tout de suite après, donc le plan de Riker, parce que donc Picard lui demande de l'aide pour retrouver Beverly, le plan de Riker, c'est de réquisitionner entre guillemets d'une manière un peu subtile le Titan, le vaisseau Titan, pour aller à la recherche de Beverly, en faisant passer pour une inspection, voilà, parce qu'il y a les fêtes du 250e anniversaire, j'imagine, du lancement du premier Enterprise, du moment où l'humanité a vraiment pu dépasser la dernière frontière. Et du coup, il y a des festivités qui sont organisées pour ça. Donc, du coup, il s'en sert un petit peu en disant, bon, bah voilà, on va faire un petit truc, tac, et puis on va aller se promener là-bas pour chercher Beverly, quoi. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, donc du coup, on découvre le Titan qui a été complètement refait. Donc, il n'a pas du tout la même gueule que ce qu'on a pu voir dans Lower Decks. Et donc, du coup, effectivement, on se rend compte que... donc, Riker nous apprend que... le capitaine Shaw, qui a repris donc le commandement de ce vaisseau-là, en gros, il n'est pas très sympathique, en fait. C'est pour ça que je l'appelle le capitaine connard. Et que, par contre, le premier officier, c'est Seven of Nine. Et c'était vraiment une joie de la voir enfin dans un uniforme de Starfleet. Même si elle n'a pas le droit d'assumer son identité. Ouais, ça craint, par contre. Avant, est-ce que l'arrivée de Riker et de Picard, ça vous a pas fait penser à l'arrivée de Kirk et de Scotty dans le premier film où ils regardent amoureusement le vaisseau, et je dois dire que l'efficacité de la scène, c'est qu'au lieu de durer 3 heures, comme dans le Star Trek The Motion Picture, là ça dure 5 secondes, ils se regardent, comme dans le ils Lower Decks sourient. aussi, justement. Voilà, j'ai adoré cette scène, le sourire et tout, il y avait plein de références, c'était top. Ouais, c'est fait pour ça. Moi, je la trouvais un peu sombre, justement, cette scène. J'étais un petit peu déçu, mais c'est peut-être mon écran après. Il faudrait que je regarde sur un autre pour voir. Alors, figure-toi que j'ai recalibré ma télévision parce que je me suis fait la même réflexion que toi. Et après avoir augmenté la luminosité, c'était nickel. Donc, effectivement, quand tu as un calibrage standard sur ta télé, c'est vrai que ça paraît quand même sombre. Mais c'est bizarre, du coup. Mais bref. Mais par contre, moi, je trouvais que la base spatiale, le Titan, c'est chouette quand même, hein. Ça envoie bien les effets spéciaux, ils sont plutôt propres, plutôt bien réussis. Je me suis fait la remarque justement en voyant ça, je me suis dit, allez, pour de trucs qui n'est pas un film, ils font du taf maintenant, c'est bien. Ouais, franchement, même si on espère voir un Enterprise, enfin moi j'attends ça, quoi. Même si on sait que ça serait le Titan, ça ils l'ont annoncé clairement que ça serait le vaisseau principal de la saison, le Titan. D'ailleurs, c'est le Titan qu'on voit, le petit logo Star Trek au début des épisodes que maintenant on a sur toutes les séries de la franchise. Et à chaque fois, ils changent le vaisseau en fonction de la série. Je sais pas si vous avez capté. Et là, justement, c'est le Titan dans le petit jingle. Donc, clairement, ça annonce la couleur. Mais ouais, il est assez cool, hein, n'empêche, comme vaisseau, même si, évidemment, il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu auparavant sur les Enterprise et autres. Mais je le trouve plutôt sympa, même la passerelle, les différents décors qu'on voit. C'est à la fois... on sent chez nous. On retrouve ça, et ce qu'on n'avait pas du tout justement dans les 2 premières saisons de Picard. Là aussi, c'était un des gros. On en avait parlé, il manquait le vaisseau. Ouais. Quoi. Là, tu as un vrai équipage. Donc, tu as Seven qui s'appelle qui a repris son nom. Annika Hansen. Voilà, qui a repris son nom d'humaine du moment avant qu'elle se fasse borgiser. Et on rencontre tout un tas de membres d'équipage sur la passerelle, dont notamment la fille de la Forge. J'ai trouvé que cette scène, elle était trop mignonne, quoi. On la voit, elle regarde tout sourire Picard. Picard, il demande à Seven, mais putain, qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est le petit moment de Generations, un peu avec la franchement, c'était... Ouais, c'est vrai que ça fait penser à ça, au moment où il se rend compte qu'il y a aussi une fille Sulu sur la passerelle. On a un peu le même truc, le genre de truc. Et là, il y a Riker qui enfonce le clou en disant « Ah, mais en fait, vous n'ayez pas un petit sobriquet à l'académie vous appelez Crash la Forge ?» Parce que ça, c'était vraiment trop drôle. Et c'est du Riker tout craché, quoi. En insistant qu'elle a craché deux vaisseaux et pas un seul. Et puis Geordi, d'ailleurs, on l'a peut-être oublié, mais au fait, au départ, c'était pas l'ingénieur de l'Enterprise D, c'était le pilote dans la première saison.
quand il avait son uniforme rouge. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Alors du coup, je reviens sur Seven, qui n'a plus le droit de s'appeler Seven, parce que visiblement, son capitaine, il a quand même une dent contre les Borg, hein, parce que même un peu plus tard, au repas, où Picard et Riker sont conviés, mais lui, il a déjà commencé, parce que leur réputation les a précédés. Ça, j'ai trouvé que la formule était très drôle. Et donc du coup, on sent qu'il a un truc contre les Borg, hein, puisqu'il il fait une référence justement à Picard en tant que Locutus, donc il a sûrement un truc dans son passé lié à ça, ce qui explique peut-être que le fait que ce soit un gros connard, hein, on verra. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette scène avec ce nouveau personnage, qui est pas sympathique du tout, plutôt réussi. Le mec, il les envoie péter, mais d'une force, c'est quand même... Mais on est habitué au capitaine connard de Starfleet, mais moi je me dis qu'on n'est pas à l'abri de découvrir que c'est pas un connard et qu'il a vraiment des bonnes raisons et que ça devienne un personnage pas forcément que antagoniste, quoi. Il t'a pas fait penser à Lorca ? Ah, peut-être un petit peu. Ouais, mais sauf que lui, j'ai bien aimé toutes les piques qui sortaient. Je trouvais qu'elles tombaient bien à chaque fois. Non, je veux dire, moi, il me faisait penser au capitaine Jellicoe dans Nouvelle Génération, le capitaine qui joue par Ron Cox, et qui est vraiment le mec qui suit les règles à la lettre. Et là, t'as l'impression que c'est un peu ça, c'est le mec qui dit, mais vous, de toute façon, Riker et Picard, vous avez fait n'importe quoi, vous crachez des vaisseaux, tout ça. Moi, je suis le mec sérieux qui suit le règlement. Et là où j'ai trouvé la scène... c'est pas déconnant. Pardon ? Oui, en plus, il a raison. Et là où j'ai trouvé que la scène, elle est vraiment au bout du truc, c'est que dans un scénario habituel de Star Trek, ils s'en seraient sortis, Riker et Picard, ils auraient réussi à l'entourlouper. Et là, en fait, ils y arrivent pas. Ça, j'ai trouvé ça, je suis un peu resté sur le cul. Certes, le mec, c'est un connard, mais il va jusqu'au bout du truc, il dit, bah non. Votre mission, on n'y va pas. Je vous vois venir à 3000 km, c'est non. Et, oui, ça, et ça, tu te dis, c'est pour ça que ce que je disais en début de podcast, certes, l'épisode est moins flashy, etc., que les débuts de saison précédente, mais putain, l'écriture de personnages, que ça soit le côté comique du duo Riker-Picard, ou là, justement, la finesse du truc, qui dit, mais non, les mecs, c'est plus le bon vieux temps, maintenant, on a des règles, et on voit pas là où on s'attend, là où on pourrait aller. Et je trouve que ça augure vraiment de trucs vachement intéressants pour la suite. Mais en tout cas, c'est intéressant par rapport à Seven aussi, parce que du coup, elle va désobéir aux ordres de son capitaine et le faire dans le dos. Je voulais parler d'un truc avant qu'on avance sur la désobéissance, parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui sera important par la suite, c'est à peu près sûr, quoi. C'est un enseigne pendant l'inspection dans le couloir au début. Il y a un enseigne qui regarde bizarrement Riker au moment où il passe, et l'acteur, je le connais, c'est un acteur connu, c'est Chad Lindbergh il a joué dans Fast and Furious, mais je le connais de Supernatural surtout, moi. Et c'est sûr qu'il reviendra par la suite, et que c'est quand il disait faites pas confiance à Starfleet, il a quelque chose de louche, quoi. Ça se voit, il y a un moment au regard, je vous trouverai le timecode si vous voulez. C'est sûr que ce personnage, il reviendra dans la suite. Ah, tu crois que c'est... Parce que oui, j'ai vu le tweet où le mec il se félicite d'être enfin dans Star Trek et tout, mais moi je m'étais dit... le gars, il fait de la figuration dans Star Trek, il est content parce que... Ah non, mais dans la façon de filmer, c'est sûr qu'ils l'ont filmé pour montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que dans la scène de rencontre entre Picard et Riker dans le bar de Guinan, il y a un gars chelou qui la regarde. Et la caméra, elle insiste aussi beaucoup sur lui. Le gars, il a dans les mains justement une petite maquette de l'Enterprise D, et après il la fout dans un verre. Oui, c'est vrai, ouais. Là où c'est dommage, c'est que c'était le bar de Guinan, mais il n'y a pas Guinan. Les choses à faire, peut-être elle a lancé une franchise, on ne sait pas. Elle a peut-être un talk show aux États-Unis. C'est ça. Peut-être. Non, mais je crois que Whoopi Goldberg a dit qu'elle n'était pas dans la saison, il me semble. Non, elle n'est pas dedans du tout. Ouais, non. ça, c'est un peu con. Enfin, bon, bref. Oui, elle aurait pu faire apparaître une petite scène, oui, c'est sûr. Alors, juste pour revenir à Seven of Nine, parce que moi, vous savez, j'adore, hein, j'adore l'actrice, j'adore le personnage. Enfin. Mais par contre, elle marche de manière totalement glamour et pas du tout militaire. C'est-à-dire que quand elle marchait et qu'il parlait de régulation, d'uniforme, et je la voyais marcher, je me disais... C'est son passé Voyager en talons, ça. Mais voilà, mais franchement, elle fait pas du tout militaire. Hein, donc, voilà. Ah, j'ai pas du tout remarqué. Mais voilà, mais moi je l'adore. Hein. C'est juste que je me disais... non, parce qu'ils étaient tous en train d'inspecter les gens, tu vois, de redresser les enseignes et tout. Et elle marche de manière super sexy. Et... Ouais, elle est sexy naturellement. Mais sinon, ouais, justement, pour revenir sur Seven, il y a quand même plusieurs choses que moi j'ai notées. C'est que, donc, en fait, Seven, elle le vit plutôt mal, le commandement du capitaine Shaw.
Et elle regrette presque d'être, elle regrette même carrément d'être à Starfleet, hein, elle le dit à Picard à un moment donné. Et en fait, quand Picard et Riker ils sont sur la passerelle et qu'ils lui laissent la charge de sortir le vaisseau du Space Dock, t'as l'impression qu'elle n'a pas l'habitude que voilà, on la laisse faire. Quand Picard en plus il lui fait une remarque comme quoi elle ferait une bonne capitaine, elle a l'air de le prendre, enfin elle sourit quoi, elle a l'air de trouver le moment plutôt sympa quoi. Et ce qui est complètement en opposition donc avec le capitaine Shaw, ce qui fait que voilà ça justifie peut-être ça justifie même complètement le fait qu'elle aille à l'encontre de ses ordres et qu'elle finalement elle amène le vaisseau où Picard et Riker veulent aller. Et moi je trouvais que c'était plutôt pas mal ce cheminement de Seven. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on l'avait pas trop dans les 2 saisons précédentes. C'est un peu en dents de scie, ça part un peu dans tous les sens. Là, moi j'ai l'impression que c'est logique par rapport à ce qu'on avait vu dans Voyager. Mais c'est vrai qu'on a une sorte de déséquilibre par rapport à ce qui s'est dit précédemment, comme par exemple la fameuse tirade que Seven disait dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de la saison 2, comme quoi Starfleet ne voulait pas d'elle parce que c'était une ex-Borg malgré que Janeway avait insisté. Et puis là, finalement, elle y est. Il y a des trucs quand même ça que je trouve un petit peu chelou, mais là maintenant dans cette saison 3 j'ai l'impression que le personnage est à l'endroit où il doit être, et c'est la même chose pour Raffi qui finalement a une continuation du personnage qu'elle était en saison 1 au début quand on nous l'a présenté, et je trouve que c'est plutôt pas mal quoi du coup par rapport à ça. Moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas grand chose à rajouter, je t'avoue. Pour l'évolution de Seven, c'est peut-être le fait d'avoir côtoyé Picard aussi qui l'a fait changer d'avis sur Starfleet. Ouais, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Elle dit que lui et Janeway l'ont fini de la convaincre de rejoindre Starfleet. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a vraiment Seven qui a une place où elle était qui lui va bien, contrairement à ce qu'on avait vu dans la saison 2. Et pareil pour Raffi. Parce que Raffi, elle n'a pas l'air non plus d'être au top de sa forme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est cohérente par rapport à la façon dont on nous l'avait présentée au début. Au début, c'était une complotiste qui se droguait, qui s'est fait virer de Starfleet, pour qui ça allait mal. Et là, finalement, elle est sur un cheminement où, finalement, ce passé autodestructeur lui sert pour être agent secret, finalement. Et donc, je trouve que c'est une belle évolution du personnage et qui, pareil, la saison 2, c'était pas cohérent par rapport... la Raffi de la saison 2 n'était pas cohérente avec celle de la 1, mais par contre, la Raffi de la saison 3, elle me semble plutôt cohérente par rapport à celle de la première. Ouais, mais du coup, tu perds l'évolution qu'elle a eue dans la 2, parce que là, t'as l'impression qu'elle retombe et elle a 2 doigts de reprendre de la drogue. Parce qu'elle a infiltré aussi. Hein. Enfin, dans la 2, c'était chelou. Quand même, on l'avait dit plusieurs fois, c'est que quand même, le parcours des personnages... des fois, on le comprenait pas trop, tu vois, le couple Raffi-Seven... moi, j'aimais bien, mais... Refaire un retour en arrière, c'est pas plus cohérent pour autant. Pour moi, c'est pas un retour en arrière. Pour moi, elle est pleinement en pleine capacité d'elle-même, quoi. Et elle gère le truc, je pense. C'est pas aussi. Elle joue son ancienne personnalité, je pense, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Par rapport à son addiction, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle maîtrise pas tant que ça. Elle est quand même dans les scènes qu'on voit, elle a 2 doigts de replonger. Elle a 2 doigts, mais elle le fait pas. Dans les scènes où elle essaye de gérer quelqu'un, mais après, quand elle va rapporter ce qu'elle a fait et demander de l'argent, elle est normale, en fait. C'est là que je pense que, pour moi, c'est juste qu'elle joue un rôle, quoi. Ouais, elle joue un rôle, mais c'est vrai que quand même, ça lui pèse. Hein. Elle le dit d'ailleurs. Elle joue avec le feu. Enfin, tu sens que elle joue avec le feu, voilà, c'est ça. Mais du coup, justement, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'était le personnage au moment où on nous l'a présenté et qui n'était plus le cas du tout en saison 2 et que je trouvais un peu bizarre, tu vois. Là, j'ai l'impression que le personnage redevient un peu cohérent avec ce qu'on voyait au début. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un peu comme toujours avec Picard, c'est on garde ce qui nous arrange et puis on oublie le reste. Je suis d'accord. Oublions la saison 2, c'est pas un problème. Mais du coup, et là où je voulais finalement en venir, c'est que du coup, la personne qui semble être son supérieur dans l'agence secrète de Starfleet, donc c'est pas la section 31, c'est vraiment Starfleet Intelligence de base. Et on a quand même l'impression que c'est Worf. Parce que j'ai l'impression, dans la façon dont c'est écrit, même dans le phrasé, Worf il envoie des SMS, tu sais que c'est lui, quoi. Ah ouais. Tu vois, je voyais pas ça du tout. Oui, parce qu'à un moment, il y a plusieurs trucs. Ça pourrait être pas déconnant en plus, vu le personnage. Il y a plusieurs trucs, c'est déjà les phrases, elles sont très courtes. Il lui dit de parler franchement, c'est un truc que Worf dit souvent. Il lui dit que c'est une guerrière.
Et puis la façon dont les phrases sont faites, Worf, il dit toujours des trucs comme ça, de but en blanc, et il fait jamais de longues phrases. Et ouais, j'ai senti dans les SMS qu'il y avait Worf derrière, en fait. C'est pas déconnant. Pour moi, ça ressemblait quasiment plus à une intelligence artificielle, en fait, ce qui lui parlait. Alors, c'est peut-être le fait que c'est lu par la voix de la Sirena. D'ailleurs, ça, pour de bon, c'est pas mal d'avoir regardé la Sirena. Il y a 2 trucs, t'as raison. En fait, il y a l'ordinateur de la Sirena qui parle quand elle fait ses recherches, etc. Mais à un moment donné, juste avant de jeter la drogue, où on sent qu'elle a été tentée de l'utiliser quand même, elle demande à son supérieur un débrief. Et d'ailleurs, au moment de ce débrief, elle dit au début, ça serait quand même pas mal qu'on se voit face à face, quoi. Donc à ce moment-là, elle est bien face à un vrai interlocuteur qui n'est pas une IA. Ouais, pour moi, ça aurait pu être une IA quand même derrière, toi, vu le côté phrase courte, etc. Je me dis, tiens, en fait, c'est Starfleet Intelligence, c'est une IA. Mais j'ai pas du tout pensé à Worf. Bah écoute, on verra. En fait, en ce moment, pour te dire la vérité, je suis en train de me remater la dernière saison de Star Trek Deep Space Nine. Ouais. Et donc, Worf, j'en bouffe là, du Worf en ce moment. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, mais peut-être que je me trompe, on verra bien. Alors du coup, il n'y a que moi qui aime bien Raffi ou Ah non, moi j'adore. C'est vrai. Quitte à garder un personnage de Picard, c'était le meilleur. Non, c'était Seven. Non, mais pour moi, c'est pas un personnage de Picard, Seven. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Ouais, non, moi, elle me perturbe moins qu'avant, en fait. Là, je pense que pour cette saison, ça peut le faire. Elle me saoulait dans la saison 2, mais... mais tout nous saoulait dans la saison 2, de toute façon. Mais non, là, elle a le droit à sa nouvelle chance. Ouais, moi, je suis pas... Non, moi, je suis pas fan, là. Pour l'instant, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal. J'y arrive pas, je l'aime bien avec Seven, mais il faut, voilà. Maintenant, il faut qu'elle se retrouve, mais là, honnêtement, avec les scènes qu'elle avait, me faisaient penser à Coruscant, à Star Wars, et à même Rogue One, en fait, par le côté underground. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin dans les références Star Wars. Star Trek a son propre univers, et il n'y avait pas besoin de recréer un monde qui m'a vraiment... Enfin, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est Coruscant, j'ai pensé à Anakin, j'ai pensé aux scènes qui se passaient. Ouais, mais on a vu des trucs comme ça dans Deep Space Nine ou Next Generation. Il y a du côté un peu underground, ou Enterprise peut-être plus. Ce qui te fait penser à Star Wars, c'est que là, il y a du budget, il y a des vrais décors, il y a plein de figurants. Ça. Et franchement, ce que j'aime bien dans Star Trek, c'est que c'est scénario d'abord. Tu vois, tout n'est pas à l'écran. J'aime bien quand tout est à l'écran, mais ce que j'aime bien tu vois, il y a des scènes dans Deep Space Nine où ils n'ont pas un sou. Je me souviens d'un épisode de Kira et Dukat qui regardaient un écran où il y avait des vaisseaux qui s'affrontaient et tout était dans la guerre psychologique. Pareil pour Section 31 avec Bashir, toujours dans Deep Space Nine. Tout se passait sans effets spéciaux, juste des acteurs. Et là, en fait, les scènes avec Raffi, c'était trop... Il y avait trop d'effets spéciaux à l'écran. Alors, je sais bien que tout à coup, je passe pour une vieille à dire je préfère le scénario. C'était mieux avant. Yves sort de ce corps. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, oui, voilà. Maintenant que tu l'as dit, non, mais voilà. Ça m'a fait trop penser à Star Wars ou à Rogue One. Tu vois, et que j'adore. Et je les adore, hein, ces films. Mais pour moi, Star Trek, ça a son propre univers. Mais c'est marrant parce que pour moi, j'ai trouvé que justement, ça faisait plutôt cheap, hormis la scène de la fin. Tout le truc, par contre, où elle est dans l'espèce de la planète Temtalas, où t'as 3 lampions, 2 figurants et un bar. Moi, je trouve au contraire, ça ferait le Blade Runner, le Blade Runner à 2 balles, quoi. Pour moi, j'ai eu l'impression inverse de toi, Marina. Moi, j'ai trouvé que l'idée était sympa, mais que la mise en œuvre, c'est vraiment, on a un bout de décor qu'on n'éclaire pas, et voilà, quoi. Moi j'étais plutôt déçu de cet aspect-là. Autant j'aime bien l'actrice et le personnage, autant le côté underground dans un coin du studio, j'ai trouvé ça un peu limite, et tu sens que ils ont mis tout le pognon dans le décor du Titan, que s'ils ont repris la Sirena, c'est que le décor était là, fallait pas construire un nouveau vaisseau, et que voilà, et pour le reste, on fait un poil à l'économie. Ouais, d'ailleurs, je me suis dit, le château Picard, à mon avis, les décors, ils étaient des 2 premières saisons, ils ont dû être rangés parce que là, c'était pas du tout les pièces qu'on connaissait, c'était quand même beaucoup plus réduit, quoi. Bah pourtant, comme ils ont tourné à la suite back-to-back les saisons 2 et 3, je pense qu'ils ont dû quand même récupérer une partie, ouais, je sais pas. Ils ont gardé le salon, quoi. Ouais. Oui, au moins, juste le salon, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette enquête Enfin, moi, j'aime bien parce que les scènes avec Raffi, on prend son temps. Je veux dire, elle est toute seule, en fait. Le personnage, il est tout seul et il mène son enquête. On la voit se parler à elle-même, quasiment. Et moi, partagé, j'aime bien
J'aime bien l'objet de l'enquête, mais j'en ai marre des enquêtes à nom de code Red Lady, Red Angel, White Russian, j'en ai marre, quoi. Oui, parce que là, quand même. Surtout avec des personnages, La Dame Rouge, ouais, en fait, c'était une référence à une statue. Donc, ouais, putain, fallait le comprendre, ça, hein, que l'attentat a été fait donc, sur un bâtiment de Starfleet où il y a une statue rouge. Donc, et la statue rouge, vous avez remarqué de qui on parlait, en fait. Bah non, j'ai pas fait gaffe, du coup. Alors, c'est Rachel Garrett et c'est la capitaine de l'USS Enterprise C qu'on voit dans Yesterday Enterprise. Okay. Oh non, mais je savais qu'il y avait un truc, je me suis dit, parce que j'ai vu le nom et j'ai pas eu le temps de faire les recherches. D'accord. Bah merci Guigui, je suis passée à côté. Voilà, et moi je trouvais que c'était pas mal d'avoir... parce que dans les bandes annonces, les gens avaient spéculé, ils se disaient que c'était une statue sur Janeway. Je me disais quand même, faire une statue comme ça, quelqu'un qui est encore vivant, c'est un peu bizarre. Et effectivement, donc Rachel Garrett, donc, qui est un peu à l'origine de la paix avec les Klingons, entre les Klingons et la Fédération, suite à ce qui se passe dans la nouvelle génération. Et donc c'est le moment de parler d'une des révélations de l'épisode, parce que donc du coup Picard et Riker ils réussissent à se barrer avec une navette pour aller sur le vaisseau de Beverly, ils la retrouvent, mais elle n'est pas toute seule. Manu, tu veux en parler ? Ouais, bah avant l'attentat, c'est pas avant ça ? Si, c'est juste avant, ouais. Parce que moi, la scène de l'attentat, j'ai bien aimé justement l'exécution de l'attentat, tu vois. Je trouve que c'est un peu stylé et que c'est terrifiant, déjà, mais c'est un peu stylé dans l'idée. C'est Portal, pour ceux qui ont joué au jeu vidéo. C'est Portal, ouais. Et ouais, c'est vrai que du coup, c'est dévastateur comme truc, quoi. Je veux dire... Ah, c'est efficace, hein. Là, c'est vraiment... ça détruit tout, vraiment, quoi. Mais bon, allons-y à la révélation finale, alors, puisque en effet, on avait entendu au début de l'épisode un crewman qui était en fond et on savait pas pourquoi Crusher voulait pas qu'il intervienne. Et on découvre que c'est pas un crewman, mais que c'est le fils de Crusher qui a, je sais pas, 30 ans peut-être. Et ça se finit, il me semble, là-dessus globalement. Moi, ça m'a un peu saoulé parce que, alors, certes, on a eu beaucoup d'hommages aux films et aux séries Star Trek dans cet épisode jusque-là, mais ça, c'est un plan qu'on a un peu trop vu, le membre de la famille sorti de nulle part et qui va avoir une importance par la suite. Alors, ça peut être intéressant pour développer un peu le personnage de Crusher, mais j'ai un peu peur, en fait. Ça m'a saoulé qu'on soit obligé de remplacer par là. Ouais, et puis surtout, il s'était suggéré un petit peu que... Enfin... Et il n'y a rien qui te le dit vraiment dans l'épisode, mais tu peux te dire, est-ce que ce ne serait pas le fils de Picard, quoi. Et là, c'est vraiment un fils, un clone, ou juste le fils de Crusher, tout simplement. Et ça... après, en plus, ça suggère... Parce qu'il n'y a que Picard qui sait pourquoi Crusher leur parle plus. Et du coup, ça suggère qu'il s'est passé quelque chose, donc moi, je pense que c'est lié à Picard. J'espère pas, mais je pense que c'est lié à Picard. Il y a un truc, par contre, c'est que ça justifie un peu le titre de The Next Generation, entre la fille de Geordi, un fils de Crusher. La fille de Riker. La fille de Riker, ouais. C'est un peu les Young Avengers, quoi. Donc, c'était intéressant de ce point de vue. Mais ça me fait peur, moi. Ça me fait peur pour la suite, alors. Ouais, je viens juste de vérifier la date à laquelle se passent les événements du film Star Trek Nemesis, qui sont donc le dernier film où on a l'équipe de la nouvelle génération, c'est en 2379, soit 32 ans avant les événements de la saison 3 de Picard. Donc oui, si Beverly... Ça semble coller avec l'âge de l'acteur. Pardon ? Ça semble coller avec l'âge que fait l'acteur physiquement. Si jamais ils ont fait Zizi Pampan, oui, ça marche. Ouais, donc si Beverly était enceinte au moment de Nemesis et après, quoi, donc ouais, l'acteur et le personnage auraient la trentaine et effectivement, ça colle plutôt bien, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que c'est tellement tarte à la crème le coup du fils caché que quand est sortie la dernière bande-annonce et le poster où ce personnage-là apparaît, parce qu'il n'était pas sur le premier poster, tout le monde s'est dit « Ah là là, ils vont nous faire le coup du fils caché ». Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les réactions, mais tout le monde s'est dit ça, alors qu'il n'y avait pas d'indice spécialement. Mais ça y est, on voit un mec jeune, nouveau, et que l'on volontairement mystérieux. Tous, on s'est dit, c'est le fils caché, et c'est ce qui nous sort. Ça, en effet, c'est super décevant dans l'épisode de se dire que le truc le plus cliché possible, ils nous le sortent. Un peu, en effet, comme le coup du clone dans Nemesis, quoi. C'est un peu, ils nous refont le même coup. Et puis, évidemment, le fils de Kirk dans La colère de Khan, même si... En fait, dans La colère de Khan, on comprend qu'il était au courant qu'il avait un fils, mais qu'il en était jamais occupé, ce qui est pas tout à fait la même chose si là, en effet, si Picard était le père de Jack Crusher. Mais ouais, ça, je suis d'accord avec Manu, c'est quand même le truc où les bras t'en tombent quand ils te sortent ça. Alors après, on verra bien
la suite de la saison. Mais en tout cas, sur une fin de premier épisode, tu te dis oh merde, ils sont allés là-dedans, quoi. Bah, c'est vrai que moi je me dis, vu qu'il y a tout le reste de l'épisode qui tombe plutôt bien, enfin que c'est plutôt bien écrit, je me dis ouais, ça, il peut pas avoir que ça, quoi. Il y a forcément une bonne raison derrière pour que ce soit là. Donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie de laisser sa chance à cet intrigue qui est un peu pété, hein, c'est clair. Mais je me dis ouais non, c'est parce que concrètement, pourquoi Picard ne saurait pas qu'il a un fils qui a une trentaine d'années? Pourquoi il se serait pris la tête? Putain, j'espère vraiment qu'il y a une bonne explication, une bonne raison derrière ça, quoi. Qu'il l'ait plaqué, par exemple, c'est une bonne raison pour de cacher le fait qu'on a quand même. caché. Hein. Ouais, mais une femme, c'est, tu sais, c'est bon, d'accord. susceptible. Okay. Et bah oui, mais tu sais, on sait pas ce qui s'est passé. Hein. Si ça se trouve, ils ont couché ensemble. Picard lui a dit, bah écoute, je veux qu'on reste amis. Beverly, elle s'est dit, mince, quel connard. Je m'en vais et puis je tombe enceinte, hop, bah je le dirais pas à Picard. Et en plus, Picard, il déteste les enfants, donc. C'est ça. Et il a un côté vieux con par moment, Picard. Mais moi, en fait, pour vous dire à quel point j'étais, quand j'ai vu le jeune garçon, je me suis dit, non, c'est pas son fils. Ils vont dire que c'est son mec. Non, mais tu vois, autant aller là-dedans. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. On a l'exemple avec notre président, donc bah pourquoi pas. Et quand ils ont dit c'est le fils caché, oh là là, enfin le fils en tout cas de Beverly, je me suis dit bon bah voilà, c'est vraiment cliché, vraiment bateau. Mais par contre, alors la scène où Beverly est dans son pod là, j'ai pensé à Alien à nouveau. L'animation suspendue des personnages quand ils voyagent dans l'espace. Mais là c'est parce qu'elle est blessée, non, qu'elle est dans le. Oui, elle est dans un truc médical, ouais. Mais rappelez-vous que Michael Bean dans Aliens, il est blessé aussi. À la fin rappelez-vous qu'il meurt dans au début du 3. Ouais. Tu veux dire qu'il y a un alien qui va sortir du ventre de Beverly? Écoute, on sait jamais. Hein. Le crossover qu'on n'attendait pas. Au début, moi, j'ai cru que c'était Ripley. Hein, quand elle était en train de dégommer les aliens dans le plus pur style de Ripley. D'ailleurs, ces aliens, on n'en a pas parlé, mais les aliens contre qui elle se bat, on les a jamais vus, on est bien d'accord? Ouais, j'étais en train de me poser la question, j'allais vous demander. Non, et puis ils sont pas terribles, je trouve. Hein. Bah, ils ont des masques un peu bizarres, ils font des bruits bizarres, c'est... Ils sont très random, on va dire. Et donc, du coup, après, on apprend qu'ils sont traqués, mais ça, on le savait, parce que on le voit au début de l'épisode, tout simplement. Et donc là, on a un grand vaisseau sonore du grand méchant qui se pointe. Et là, du coup, l'épisode s'arrête là. Donc, cliffhanger très, très simple, mais efficace, parce que du coup, on est à la fois dans l'action, mais en même temps dans l'attente de réponse. Ouais, et puis c'est bien du coup d'avoir qu'un seul épisode cette semaine, parce que ça fait se poser des questions, du coup. Voilà, et puis on digère. Comme ça, on digère le truc tranquillement. Et puis moi, j'attends de revoir le Captain Shaw qui engueule Riker et Picard. Ça, j'attends avec impatience. Et Seven. Non, mais l'image, elle est magnifique. De ce vaisseau qui arrive, elle est spectaculaire. Alors, pour le coup, j'ai râlé sur les effets spéciaux tout à l'heure, mais je trouve l'image magnifique. Mais là aussi, moi, ça m'a pas mal rappelé le vaisseau des Raymond dans Nemesis. Je sens qu'à ce côté hyper agressif et beaucoup plus gros que l'Enterprise. On est un peu dans le même genre de rapport de force. Enfin, je sais pas si ça vous a rappelé ça. Le Scimitar, il s'appelle. Le Scimitar, ouais. Mais c'est la façon dont il sort effectivement de la nuée, ça fait penser ça exactement. Mais comme je dis, ça se voit que c'est un vaisseau de méchant hein, parce qu'il a l'air très agressif. Et en plus, il est rouge. Alors, je sais plus si c'est lequel Romain, c'est toi Romain ou notre autre Romain qui avait dit ça dans notre zone spoiler en parlant du rapport à Conspiration. C'est dans la dernière phrase. Enfin, moi, je pense que ce à quoi il faisait référence, c'est dans la dernière scène, justement. Il y a Jack qui dit qu'ils se font traquer et qu'à chaque fois, ils ont un visage différent. Et ça, je trouve que c'est une phrase intéressante parce que... C'est Romain Brami qui en a parlé, ouais. Ouais, c'est Romain, ouais. Je pense que c'est à cette phrase-là qui faisait référence parce que moi, elle m'a choqué aussi quand j'ai rejeté un œil. J'ai pas vu tout l'épisode, mais j'ai maté la fin tout à l'heure. Je sais pas, ça m'intrigue. Je pense que peut-être ça pourrait tirer vers du conspiration puisque c'est des parasites, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des espèces de Goa'uld qui se promènent dans les gens. Auquel cas, la race qu'on voit au début, on s'en fout. si c'est ça, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est des espèces de masques qu'ils ont, je crois, dans cette première scène. Donc dessous, tu sais pas trop ce qu'il y a. Allons-y carrément, c'est des prédateurs, non? Avec leur après les aliens, oui, des prédateurs. Après les aliens, c'est des prédateurs. Et du coup, ils vont se battre après. Bravo. Et après, en fait, c'est des Wookiees qui sont aux commandes du vaisseau. Ok, du coup, ça serait ça vos prévisions, par exemple? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'intrigue. Hein. Pas forcément du conspiracy, mais cette phrase m'intrigue. Mais c'est vrai que ça serait intéressant quand même d'avoir cette suite, cette intrigue laissée en plan.
dans la première saison de la nouvelle génération, ça permettrait de bien boucler le truc, quoi. On prend un truc qui s'est passé en 1987 dans la série et on le termine dans la dernière saison de la série suite. Ouais, ce serait top. En plus, il y a un truc qui est marrant, c'est que on se dit tout à l'heure que peut-être Jack il est né après Nemesis, mais imaginons qu'il soit plus vieux que ce qu'on imagine. Si ça se trouve, il est né pendant la saison 2, où Crusher n'est pas là, et c'est la saison qui suit l'épisode Conspiration. Donc on pourrait peut-être découvrir qu'elle avait une mission en rapport à Conspiration, ou je ne sais quoi, et que c'est pour ça qu'ils sont traqués. Ouais, mais du coup, moi, là, j'adore cette théorie. ça veut dire qu'il aurait 45 ans à peu près, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu vieux. Bah après, non, parce que... Tout est possible dans le futur, mais... Dans Ouais, Star c'est Trek, les gens vivent plus longtemps. Et du coup... Oui, tout à fait. mais du du coup, coup, ils disent est-ce- plus plus longtemps. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on aura la rencontre entre lui et Wesley? Mais c'est ça que j'ai Parce demandé que tout je à crois l'heure. que Williton a dit qu'il jouait pas dans la saison 3. Non. Ça, c'est un peu con. C'est-à-dire que du coup, on n'aura pas la rencontre entre les deux frères. Ça, c'est un peu dommage. Si Williton nous a pas... Peut-être qu'ils l'ont juste caché. nous a pas ouais. menti à tous. voilà. Mais attends, le truc, c'est que si jamais il était né pendant la saison 2 de la nouvelle génération, ça voudrait dire que donc du coup, Beverly, elle serait restée une quinzaine d'années avec Picard, sans élever son deuxième fils. Tu vois, c'est chelou quand même. Non, mais sauf si justement elle l'a mis dans un truc de cryogénie et qu'elle l'a juste redécongelé, elle l'a passé au micro-ondes après Nemesis. Peut-être. Non, ou peut-être qu'il y avait une raison, tu vois, pour sa sécurité ou je ne sais quoi, et puis... Tu veux dire que ce serait l'enfant en fait de Mulder et Scully? C'est William. Tu fais mal. J'aimais bien la théorie de Manu en tout cas. Moi, pour l'instant, je n'avais pas de théorie. J'ai beaucoup aimé cet épisode et allez, je suis Manu. J'aime bien sa théorie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on sait pas si c'est le fils de Picard. Hein. Enfin, il nous dit juste je suis le fils de Crusher. Déjà, est-ce qu'on peut le croire? Parce que Crusher, elle est quand même dans Ça peut être son un fils pod, hein. adoptif quelque part aussi. Non, mais peut-être que le mec, il ment juste pour pas se faire buter par Picard et Riker. C'est Ah, ça peut-être serait marrant, ça. Peut-être qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir et que. Ça serait pas mal tous les fans, on est en train de s'exciter là comme ça pendant une C'est semaine ça. et puis en fait c'est ça, et ouais ça serait bien, j'aimerais. En fait, Ça c'est le me fils ferait de bien. Bachir. Ouais, et là, elle se réveille, elle dit mais qui c'est? Qui Qui est ça ce jeune homme? Ouais, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes, des journalistes et tout, qui ont eu les 6 premiers épisodes. Et donc, du coup, moi, je voudrais faire une prévision pour le 7e épisode. Le 7e épisode, on ira sur Deep Space Nine. On n'ira pas sur Deep Space 11, on ira sur Deep Space Nine. Peut-être. Avec Worf, de toute façon, c'est possible en plus. C'est ça que je veux voir, moi. Pourquoi pas? Moi, je serais content. Parce qu'on Ah, a revu putain. du Voyager, autant revoir un petit peu de Deep Space Nine à un moment. Enterprise, on s'en fout. Hein, mais... Ouais, mais Enterprise, on l'a déjà un peu quelque part, puisqu'on a cette idée du 250e anniversaire. Donc, à un moment donné, ils vont sûrement name-dropper des trucs. Oui, T'auras une petite vidéo de Scott Bakula qui dira souvenez-vous, c'était bien, vous dans le futur, C'est ça. ne m'oubliez pas. Peut-être. Oui, bah pourquoi pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on dirait pour conclure? To be continued. To be concluded next week. Non. Mais en tout cas, non, j'ai envie. J'ai envie. Alors, je pourrais pas participer au prochain podcast parce que je serai à la montagne. Mais franchement, ça donne envie et je le regarderai et je penserai très fort à vous la semaine prochaine. Ah si, pour conclure, il y a un truc quand même, si vous, à la fin du générique de fin de ce premier épisode, il y a une petite dédicace à Annie Wersching, l'actrice qui jouait donc la Renborg dans la saison 2 et qui est morte il y a très peu de temps d'un cancer alors qu'elle avait à peine 45 ans. Et donc à la fin de l'épisode, c'est marqué For Annie. Donc voilà, c'est une petite dédicace, évidemment, qui est de circonstance. Et d'ailleurs, à propos de générique, je trouve que le générique de fin était très sympa. Avec des infographies très cool. Où on Il y voit a un plein peu les d'infos, il y a écrans. plein de clins d'œil. Si tu lis les infographies, il y a plein de il faut petits- il y a faire plein de arrêt petits sur trucs, image. Il y a plein de trucs. Et ça me fait penser un peu aux séries Marvel où tu avais ça souvent comme un double générique, quoi. Un premier générique qui est très graphique et après un vrai générique classique. Et puis du coup, avec en effet, le thème de First Contact, on voit pas trop le rapport, parce que j'aime beaucoup le thème et j'aime beaucoup First Contact, mais en termes de contenu, je vois pas trop le rapport avec la saison 3 de Picard, mais c'est sympa d'avoir cette musique-là qui est géniale. Ouais. Bah oui, elle est sympa. Captain, incoming message. Journal de bord de l'officier Romulanais, le Romulanais relou Romain. Salut à tous, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui pour cause de changement d'affectation et de changement de base stellaire, mais j'espère bien être avec vous la semaine prochaine. Alors bon, ce premier épisode de Picard saison 3 qu'on attendait beaucoup, hein, je pense que c'est avec le premier épisode de la saison 1, c'est probablement l'épisode que j'attendais le plus.
depuis le New Trek, pour des raisons simples, hein, c'est que ce qu'on nous a promis finalement, c'est un petit peu ce qu'on attend depuis le début du lancement de Picard, c'est-à-dire une vraie dernière saison finale, un vrai adieu à l'équipage de Next Generation. Et sur ce point, l'épisode ne déçoit pas, hein, faut bien l'admettre. Déjà, ça commence avec Beverly, Crusher, et je pense qu'on est tous emballés de revoir Beverly, et on comprend vite que on revoit aussi Jonathan Frakes, et on comprend vite que ça ne va pas s'arrêter là. Donc à ce point-là, sur ce point-là, moi je suis assez content, et je pense que le reste de la saison tiendra ses promesses. Il y a d'autres choses dans cet épisode qui d'ailleurs fonctionnent bien, hein. Je trouve que les interactions entre Picard et Riker sont vraiment extra. Bon, revoir Seven, ça fait toujours extrêmement plaisir, et je trouve que la relation qu'elle a établie avec Picard fonctionne également très très bien. Niveau design et réalisation, on est encore au top du top du top, hein. C'est-à-dire que les vaisseaux sont complètement dingues, les effets spéciaux sont top, la scène de destruction de fin d'épisode fonctionne très bien, et elle est franchement visuellement complètement ouf. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs sympas dans cet épisode. Mais il y a quand même des choses qui m'ont empêché d'être à 100%, d'apprécier à 100% cet épisode, et qui m'ont laissé finalement assez mitigé à l'issue de ces 45 premières minutes. C'est que finalement, je trouve qu'on retrouve beaucoup des tics du New Trek, hein, du Trek de l'ère Kurtzman. Bon, je vais en citer quelques-uns, mais je suis sûr que la liste sera pas exhaustive. Le premier, c'est globalement la série est sombre. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi, Star Trek, ça a toujours été une série lumineuse. Finalement, même Deep Space Nine, dans ses moments les plus tristes, les plus sombres, restait une série assez lumineuse. Là, tu es tout le temps sombre. C'est-à-dire que même la passerelle du vaisseau du Titan A, t'as l'impression que ça a été éclairé à la bougie. On dirait un film de Kubrick. Bon, pourquoi pas, mais je sais pas, même d'un point de vue efficacité opérationnelle, ça me semble pas très très évident. Le deuxième point, c'est cette impression que tout le monde est triste. C'est-à-dire que, et ça me rend un peu fou, j'avoue. Alors, clairement, on est dans une période qui est pas très gaie, mais enfin, Seven est triste. Riker est triste, alors je sais pas où ça va mener, mais t'as l'impression que d'un seul coup il avait une famille aimante, ils avaient l'air super heureux dans l'épisode de la saison 1 ou 2, j'ai oublié. Là, tu te retrouves, apparemment il explique qu'il s'est disputé avec sa femme ou je sais pas quoi, bon, on verra plus tard. Bon, Picard est âgé, tu te rends compte que Beverly a coupé tout l'univers de sa vie. Voilà, c'est ça. Bon, je parle même pas du capitaine du vaisseau qui est encore une fois une enflure de première. Bon, pareil, hein, je suis pas contre, hein, j'ai jamais pensé que Star Trek était un monde totalement utopiste dans lequel tous les personnages étaient excellents. On en avait d'ailleurs parlé dans les saisons d'avant. On a eu des salopards dès Next Generation, dès la série classique, en fait, on a eu des capitaines salopards. Donc ça fait partie de l'univers Star Trek. Le problème, c'est que t'arrives à un point, t'as l'impression qu'il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'à part le core crew de Next Generation, tu n'as que des salopards. Là, tu tombes carrément sur un mec qui est raciste avec Seven. En plus, bon, ça va quand même assez loin. Il lui empêche d'utiliser le nom qu'elle souhaite, etc., etc. Donc ça, c'est quand même des problématiques actuelles dont on parle beaucoup aujourd'hui autour de la transidentité et tout ça. Donc c'est quand même des choses que je trouve assez profondes. Bon voilà, ça fait partie des choses qui m'énervent. Un autre exemple, et je m'arrêterai là, hein, mais sur les tics du New Trek, c'est le côté cyberpunk de l'univers Star Trek. Alors pareil, Star Trek n'a jamais prétendu que tout l'univers était l'utopie de la Fédération, mais on avait toujours pensé que finalement les coins un peu dark de la galaxie étaient minoritaires. C'était vraiment des coins qu'il fallait aller chercher. Là vraiment, avec la partie de Raffi, hein, je pense évidemment, t'as l'impression presque inverse. T'as l'impression que finalement la majorité de l'univers est cette espèce de truc méga glauque, cyberpunk, etc., qui était finalement très rare dans l'univers Star Trek, et que finalement la Fédération c'est quasiment une pastille au milieu de l'univers. Donc voilà. Par ailleurs, j'ai trouvé que la partie de Raffi, l'histoire B prenait quand même beaucoup de place. Je continue de trouver que le jeu de Michael Hurd, et je crois que c'est son nom, désolé si c'est pas le cas, de Raffi donc, est toujours extrêmement surjoué, et moi elle me gêne beaucoup. J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de place. Alors bon, j'imagine que vous allez en parler pendant le podcast. Il y a 2-3 indices qui laissent penser que tout ça va se rattacher à l'histoire principale et à d'autres personnages de la nouvelle génération. Mais pour l'instant, voilà, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de place, et moi ça m'a complètement sorti de l'histoire. Ça m'a rappelé pour l'instant un petit peu l'histoire B sur le vaisseau Borg de la première saison. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long que ça, j'ai déjà été suffisamment long. Une impression mitigée, mais quand même beaucoup d'espoir, et surtout cette impression que
on va enfin nous donner ce qu'on attendait finalement depuis la première saison, ce qui en soi serait satisfaisant même si la saison n'est pas parfaite. Donc je serai évidemment au rendez-vous de l'épisode 2 et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Program complete. Eh ben, avant de nous quitter, je tiens juste à vous préciser un petit truc, c'est que donc l'année dernière, on avait fait une journée Star Trek au Club de l'Étoile à Paris, où on avait diffusé justement First Contact et on avait enregistré notre podcast en public à ce moment-là et on avait fait tout un tas de trucs. Et si vous voulez en savoir plus, eh ben, j'ai fait le compte-rendu dans un article sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Eh ben, figurez-vous que, comme on nous a demandé, on a fait beaucoup de demandes, est-ce que cette année vous allez refaire quelque chose, etc. Ben, la réponse est oui. Alors, on va le faire en collaboration avec le podcast C'est plus que de la SF de Lloyd Cherry. Donc, ça sera au mois de juin. Je vous en dirai plus bientôt. Ça sera une journée entière. Et dès que j'ai plus d'informations, ben, je vous en parlerai. Et donc, bah, vous pourrez nous retrouver. J'imagine qu'une bonne partie du Cadran Pop sera présent ce jour-là. Avec grand plaisir. Et sinon, du coup, avant de nous quitter, vraiment, on va faire le petit tour des actus. Toi, Romain, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ? Qu'est-ce que je fais de beau ? Je suis en train de lire pour la première fois l'intégrale des contes de Terre-Mère. J'avais jamais lu, je me suis acheté, on m'a offert l'intégrale à Noël et je suis en plein dedans et c'est vachement bien. Donc ça c'est cool. Et niveau pro, sans vous en dire trop, vous allez pouvoir lire le mois prochain dans un magazine qui parle de films fous où je vais écrire des trucs sur les randonneurs de l'espace, enfin les randonneurs des étoiles. Voilà. Et peut-être aussi un truc à propos des guerres des étoiles aussi. Ok. Voilà. On nous tease bien. Mais je vous en dirai plus quand on se rapproche de la publication. Et toi, Marina ? Et ben, côté perso, 27 ans après tout le monde, j'ai découvert Kingdom Come, la BD dessinée par Alex Ross. Et je dois dire que, mais vraiment, 27 ans après tout le monde, hein, c'est-à-dire que tout le monde a crié au génie en 96. Oui, j'étais consciente qu'il y avait ça. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai lu il y a 2 semaines et je crois que je l'ai lu 4 fois de suite, en me disant à chaque fois, à chaque page, à chaque... Et c'est pas juste, j'ai regardé les dessins, c'était le scénario, c'était les personnages. Je suis désespérément pour le couple Superman-Wonder Woman, comme je suis pour Batman et Catwoman. Mais franchement, j'ai pris une claque mais monumentale. Et en lisant la BD, je me suis dit, mais où est-ce que j'étais toutes ces années ? Donc je recommande chaudement. Mais non, mais c'est clair, là, je suis nulle parce que tout le monde disait que c'était génial. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas acheté. Et là, du côté pro, alors j'ai enregistré mon podcast sur les tendances alimentaires dans la science-fiction. Ton podcast qui s'appelle oui, Insights of Tomorrow. Et là, je suis en train de lire le bouquin qui va me permettre de préparer le 2e sur la mobilité dans la science-fiction, qui s'appelle Walter Kurtz à l'étapier et qui est écrit par Emmanuel Brault. Et en fait, bien sûr, comme c'est sur la mobilité sous toutes ses formes, je parlerai à nouveau de Star Trek et de la téléportation, des vaisseaux, voilà, il y a largement de quoi faire. Et ce sera, je pense, dans 2 mois, parce que je ne suis pas comme Guigui qui produit des podcasts à la chaîne. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas quelles compétences, je ne sais pas s'il dort. Mais en tout cas, bravo Guigui pour tout ce que tu fais, parce que c'est incroyable. Merci, c'est gentil, mais j'ai un double de téléportation, c'est pour ça. Et toi, Manu ? Je ne sais que dire après tout ça. Au niveau podcast, je commence à remonter des trucs en retard et du coup, il y a le podcast Michael Bay qui vient de sortir sur le Coin Pop et bientôt, la semaine prochaine, le premier podcast sur Alien, la semaine d'après, le second. Super. Et on devrait bientôt revenir avec YMCU et Tales from the Sewer et probablement Site Alpha dès que tout le monde sera synchronisé. C'est cool. Et puis d'ailleurs, on peut aussi t'entendre dans le dernier podcast qu'on a fait sur sur X-Files. Donc on en a sorti même plusieurs. Et le dernier, c'était sur la saison 4. Et celui sur la saison 5, et bien sûr, il arrivera le 13 mars. Et il est déjà enregistré. Et c'est le plus long qu'on ait fait, malgré que ce soit la saison où il y a le moins d'épisodes. Tout est normal. Bon, en tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, parce que nous, ça nous fait du bien. Et puis, vous pourrez nous retrouver bien sûr sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut. À bientôt, salut. Bye bye.
Program complete.